Bien, écoutez, je pense qu'il nous est difficile de ne pas aborder l'actualité brûlante, donc avec la tuerie à Charlie Hebdo. Écoutez, ma question sera extrêmement large. Qu'est-ce que vous pensez des réactions en particulier des médias? Est-ce que vous auriez dire sur la manière dont les médias ont abordé la situation? Alors, par exemple, Joachim Eliocas. Oui, les médias parlent d'extrémistes musulmans, ce qui est tout à fait vrai. Évidemment que la majorité des musulmans n'est pas pour poser des bombes contre ceux qui critiquent l'islam. Néanmoins, le délit de blasphème est puni de mort dans la charia classique des sunnites. Et les plus grands juristes de l'histoire de l'islam, qui sont encore des références aujourd'hui, qui sont même cités par des gens très affables comme l'imam de Bordeaux, Tarek Koubrou, eh bien, condamnent à mort les blasphémateurs. C'est tous les islamologues vous le diront. Et pour faire une mise au point, par exemple, Ibn Taymiyyah, c'est un juriste, un théologien qui avait servi de référence pour l'assassinat des moines de Tibérine. Les moines de Tibérine s'étaient fait assassiner sur base légale. C'est Abou Bakr base légale, c'est-à-dire du point de vue de la charia. Du point de vue de la charia. Oui, bien sûr. C'était pas Oui. Il y a des livres en France qui demandent des livres musulmans vendus dans le commerce, qui appellent à tuer les moines catholiques, les moines chrétiens en général, en période de guerre. Et concernant le blasphème, c'est aussi très clair. C'est Ibn Taymiyyah l'écrit très clairement. Il est en vente dans l'Institut du monde arabe. Ses livres sont dans toutes les librairies musulmanes. Même les imams les plus modérés que trouvent les médias, Tarek Koubrou l'a cité 3 fois comme référence dans son livre Profession imam paru chez Albin Michel. Donc lui, c'est l'imam le plus modéré de France, d'après ce que nous disent les médias. Voilà. Il cite ce juriste sunnite. Il est vendu comme tel, en tout cas. Oui. Voilà. Donc je crois que nous avions à l'Observatoire de l'islamisation dénoncé la vente de livres djihadistes dans les supermarchés. Ça a été repris par le Figaro qui a fait une pleine page dessus. Et bien maintenant, l'heure est grave. Les politiques vont devoir agir contre la vente de tous ces ouvrages musulmans. Je dis bien musulmans, je dis pas islamistes. Des livres musulmans de la charia classique du sunnisme qui appellent à la violence. L'heure est très très grave. Bien, Pierre Cassan, je rappelle que vous êtes président fondateur de Riposte Laïque. Vous pourriez préciser votre site éventuellement ? Oui, www.ripostelaïque.com. D'accord, donc c'est un site effectivement tout à fait intéressant du point de vue du sujet qui nous interpelle aujourd'hui. Alors, je vous écoute. Pour poursuivre un petit peu le propos de Joachim Eliocas, par rapport à l'attitude des médias, moi je dirais que les médias sont dans la continuité, après l'attentat de Charlie Hebdo, de ce qu'ils nous servent depuis des semaines. C'est-à-dire le déni de réalité et surtout la volonté de préserver l'islam de toute implication dans des faits très graves que nous constatons depuis plusieurs semaines. Nous savons quand même que le porte-parole de l'État islamique a encouragé, il y a quelques semaines, tous les musulmans de France à s'en prendre aux infidèles sur le territoire français. Et ce, dans une vidéo, je crois. Il a encouragé les musulmans de France soit à partir les rejoindre pour mener le combat de la guerre sainte, donc dans l'État islamique, soit, si ça leur était pas possible, à s'en prendre aux infidèles, à les frapper à la tête avec des pierres, avec des couteaux, à les écraser avec des voitures ou à les tuer avec des fusils. Donc ils ont été finalement bien écoutés. Le moins qu'on puisse dire. Il a été bien écouté. Le moins qu'on puisse dire, et que nous assistons quand même depuis ces dernières semaines à un ensemble de faits, ce que nous appelons les déséquilibrés à la Akbar. C'est-à-dire qu'on nous présente des personnages avec des grands couteaux qui crient à la Akbar et qui se mettent à frapper à la gorge. La gorge, c'est quand même également assez révélateur de certaines prescriptions coraniques. Donc des personnes qui ont le malheur de ne pas se trouver au bon endroit. On a assisté à jouer les tours, donc à 3 policiers agressés à l'arme blanche. Je vous ferai remarquer, vous parliez des médias, qu'il y a eu une volonté de désinformation, notamment avec Plenel, qui essaye de faire croire que ce sont des policiers racistes qui auraient agressé un paisible musulman et qui l'auraient abattu. Il y a quand même 3 policiers grièvement blessés à l'arme blanche, quand même. Vous avez donc à Nantes, vous avez à Dijon 2 événements graves à Dijon. Vous avez quand même une personne attaquée à la gorge et vous avez des pieds
piétons qui sont écrasés. Au lieu de tirer les conclusions de ça, celui qui nous sert de ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, n'arrête pas d'alimenter la thèse des musulmans, sans parler que ce brave homme avait quand même expliqué que prôner le djihad n'était pas un délit. Donc il y a déjà une chose, c'est qu'on n'informe pas les Français, ce qui est quand même très très grave, du danger qui les guette et de la nature du danger qui les guette et de quelle protection, quelles dispositions ils font prendre. On aurait pu penser, si on était candide, on aurait pu penser que le drame de Charlie Hebdo aurait peut-être contribué à dire que c'était peut-être un petit peu autre chose que des déséquilibrés. Et ce à quoi nous assistons de la part des médias, relayant d'ailleurs servilement tout à fait l'attitude du gouvernement, c'est un seul mot d'ordre, pas d'amalgame avec l'islam. Effectivement, c'est pas d'amalgame. Et c'est un défilé de toutes les pleureuses habituelles sur les plateaux de télévision, c'est-à-dire l'islam, ce n'est pas ça. Et c'est vraiment le message le plus fort dont le point d'orgue devrait être cette gigantesque manifestation d'union nationale où apparemment le Front National n'a quand même pas été souhaité, mais donc où on va voir l'UOIF, et je pense que ça va être intéressant de préciser quand même avec qui les droits de l'homiste vont manifester. Vous allez voir l'UOIF qui va manifester avec donc le Parti Socialiste, avec l'UMP et avec tout ce que la gauche compte de droits de l'homiste et tout. C'est très prémonitoire par rapport aux frères musulmans en France, pour préciser. Oui, tout à fait. C'est très prémonitoire par rapport au livre de Houellebecq, ça, n'est-ce pas ? Je trouve qu'il y a un mélange là-dedans, il y a un mélange de plein de livres. C'est l'Union sacrée, mais contre le Front National. Il y a le mélange, il y a le film de Houellebecq, je trouve. Il y a le film de Zemmour, Le Suicide français. Les livres. Le livre de Zemmour, Le Suicide français, parce que quelque part, c'est un suicide de vouloir dédouaner. Il y a un petit peu le livre de Joachim, c'est ses mères qui courtisent l'islamiste. Et puis peut-être le livre un peu d'Hubert Lemaire, Musulmans, vous nous mentez. Je trouve qu'il y a un mélange de tout ça. Et moi, je trouve faire une manifestation, je me faisais cette réflexion en invitant l'UOIF. Moi, ça me fait penser à ces manifestants qui, en 56, pour protester contre le coup d'État de Budapest, qui, en 68, pour protester contre Prague, ou en 81, pour protester contre le coup d'État de Jaruzelski contre Solidarnosc, auraient manifesté avec le Parti communiste, avec des communistes qui auraient dit « le communisme, ce n'est pas ça ». Je trouve que c'est exactement le même parallèle historique. Alors effectivement, je rappelle aussi quelque chose qui est passé plus ou moins inaperçu, mais enfin qui pèse son pesant de cacahuètes maintenant, c'est la bande-annonce du film La Marche, qui est paru en novembre 2013, donc un peu plus d'un an maintenant. Et dans la bande originale du film La Marche, il était question, tenez-vous bien, de faire un autodafé contre ces chiens de Charlie Hebdo. C'était un excellent encouragement à ce qui s'est passé. Avec tous les plus grands rappeurs français. Mais bien sûr, d'accord. Et ce film a été encensé par les médias. Un film avec Jamel Debbouze. Voilà, tout à fait. Qui n'a pas condamné, je crois, à ma connaissance. Et de rappeler que le sympathique imam recteur modéré de la mosquée de Paris, en 2006, après l'affaire des caricatures, terminait une de ses interventions vis-à-vis de Charlie Hebdo en disant « Qui sème le vent récolte la tempête ». Personne n'interpelle Dalil Boubekeur. Salut, il aurait pu rajouter. Personne n'interpelle Dalil Boubekeur sur ses propos. Alors, tout encore sur le problème la tragédie Charlie Hebdo, la radio d'État islamique qualifie les auteurs de héros. Est-ce que ça vous inspire des commentaires particuliers, Christine Taza ? C'est tout à fait logique au hadith de Mahomet. Mahomet est le référent absolu et il est glorifié dans tous les extraits de sa vie qui sont effectivement racontés dans les mosquées chaque jour, qui sont répétés, comme un pilleur, comme quelqu'un qui a qui a tué des tribus, des morts, qui a égorgé des enfants, des adolescents même en public, etc. Il a même fait tuer une femme poète qui avait osé le critiquer. Oui, voilà. Une femme des armées qui écrivait des poésies, un peu comme Charlie Hebdo, quoi, blasphématoire. Et elle s'est fait tuer par Mahomet. Et Mahomet est le patron sur lequel tous les musulmans, les bons musulmans, doivent calquer leurs actes. Le beau modèle, je crois. Le beau modèle. Ça, dans l'islam, effectivement, le beau modèle, oui. Bien, écoutez, parlons également des dignitaires sunnites qui condamnent l'attentat de Charlie Hebdo, mais mettent cet attentat sur le même plan finalement que le blasphème. Donc 12 morts d'un côté et le blasphème de l'autre. Est-ce que ça vous inspire des commentaires ? L'imam de Milan, là c'est la presse italienne qui le rapporte hier,
L'imam de Milan a dit que les responsables, c'était aussi Ratzinger, le pape Ratzinger, c'est sa citation, qui n'avait pas condamné les caricatures, etc. Oui, c'est extrêmement grave. Hein. C'est en relation, j'imagine, avec sa conférence à Ratisbonne, où il avait... oui, mais au-delà de ça, en fait, pour lui, le pape aurait dû faire un communiqué pour dire « je condamne les caricatures de Charlie Hebdo », alors qu'il n'a rien à voir avec ça, quoi. Et voilà, donc là, on parle d'un imam, hein, on ne parle pas de quelqu'un qui a pignon sur rue. C'était l'ex-imam de la grande mosquée de Milan. Voilà. Et notre gouvernement joue absolument ce jeu de la peur par le terrorisme et par l'imposition, puisqu'on nous a interdit une manifestation que nous avions organisée hier soir en soutien justement à Charlie Hebdo. On nous l'a interdit sous prétexte que nous étions des islamophobes et qu'à ce titre, nous allions provoquer à la haine contre une certaine partie de la population en réclamant que les islamistes soient mis hors de France. Donc il y a là quelque chose de grave. Ça veut dire que notre gouvernement se couche devant les islamistes, devant les terroristes et leur dit, écoutez, entendu, vous voulez quoi? Qu'on arrête de critiquer l'islam? Vous voulez imposer votre loi? On va dire béni oui, la preuve, on va même défiler main dans la main dimanche avec l'UOIF, qui est une émanation, comme l'a dit Joachim, des frères musulmans en Égypte. Et je rappellerai qu'en Égypte, les frères musulmans sont considérés comme terroristes et sont condamnés soit à l'exil, soit à la mort. Hein, on est clair. Dans les Émirats arabes, oui, aussi. Dans beaucoup de pays. Voilà. Alors donc, que faites-vous, madame, messieurs, de ces musulmans modérés qui se trouvent pris entre le marteau et l'enclume? Je relève cette déclaration de Khaled, j'espère que je prononce bien l'arabe, Khaled Benchir, qui confie son désarroi, Khaled Benchek. Oui, qui a l'émission Islam sur France 2 le dimanche matin. Voilà, qui confie son désarroi de se trouver ainsi, je cite ces termes, pris entre deux feux convergents qui s'alimentent l'un l'autre. En interne, dit-il, nous devons faire face à des fanatiques qui pervertissent le message et l'idéal religieux, je cite toujours monsieur Benchik, et à l'extérieur, des intellectuels et des polémistes qui n'arrêtent pas de dire que les musulmans sont des intrus halogènes. Oui, alors ce monsieur Islam de France 2 va au congrès de l'UOIF, il n'a jamais condamné les frères musulmans en France, hein, donc... il est capable d'aller au congrès de l'UOIF à côté de personnes qui appellent à tuer les apostats, à tuer les juifs, etc. Voilà, donc c'est vraiment un double jeu. Hein. Ce personnage, il faut s'en méfier. C'est un double jeu total. Et d'autre part, cet homme si tolérant a fait partie des 60 personnes qui ont adressé une pétition au CSA pour interdire Éric Zemmour d'antenne. Un grand défenseur de la liberté d'expression. Grand défenseur de la liberté d'expression. Donc, alors, les musulmans, parce que la question, les musulmans modérés, les musulmans dits alors modérés. Justement, est-ce que vous faites une différence entre un musulman modéré et un musulman immodéré, comment peut-on dire? Alors, écoutez, moi j'aime bien déjà je trouve qu'il faut commencer par islamisme. Hein, il faut toujours rappeler les propos du poète kabyle Ferhat Meheni, qui explique que l'islam, c'est l'islamisme au repos, et que l'islamisme, c'est l'islam en action. Je pense qu'il faut partir de là. Après, est-ce qu'on peut être musulman modéré? Moi, je considère qu'on peut être musulman modéré, mais après, il faut savoir ce que ça veut dire musulman. Un vrai musulman, un bon musulman, normalement, il ne peut souhaiter qu'une chose, c'est la réalisation des textes contenus dans le Coran, et notamment la finalité, le grand califat. Par tous les moyens, et ce que disait Joachim, l'imitation de la vie de l'imitation dans les faits quotidiens de la vie de Mahomet. Bon, alors après, il y a des gens qui peuvent se dire musulmans et prendre certaines libertés. Oui, comme les catholiques. Hein, d'ailleurs, la plupart connaissent pas trop leurs textes. Ils sont baignés dans cette culture. Et puis j'aime beaucoup Michel Onfray, qui explique notamment, quand on lui dit justement les musulmans modérés, Michel Onfray explique toujours, oui, il y a des musulmans modérés, mais vous avez des catholiques qui ne croient plus au ciel et qui sont convaincus qu'ils sont catholiques. Vous avez des communistes... Catholiques culturels, sans doute. Ça, comme ça.
vous pouvez avoir des communistes qui se disent communistes, mais qui sont pour l'économie de marché. Et ils sont pour autant communistes. Donc il y a une contradiction, pour moi, dans le musulman modéré. Si le musulman modéré préfère les lois de la République aux lois des hommes, je crois qu'il faut s'en féliciter. Il est modéré, mais il cesse d'être musulman, j'ai l'impression. Voilà. Quand on est modéré, on cesse d'être musulman. Quand on se réfère davantage à la loi des hommes qu'à la loi du Coran, et qu'on choisit la loi des hommes, soit on est dans un numéro de taqiyya, ce qui est aussi possible, soit on n'est plus musulman. Alors vous pourriez préciser ce que c'est que la taqiyya? C'est un concept... La taqiyya, c'est la dissimulation. À la base, c'est un concept chiite, mais qui a été appliqué par les sunnites lorsqu'ils étaient en Andalousie, parce que ça leur permettait, surtout les morisques, ils devaient cacher leur religion, leur foi, pour rester en Espagne. Et du coup, ils se dissimulaient tout était vraiment codifié par des juristes sunnites pour le mentir. Et n'oublions pas les propos de Mahomet, rapportés par les hadiths, par la tradition musulmane. La guerre est ruse et tromperie. Cela avait été cité par Mohamed Merah. Tous les médias avaient dit c'est Mohamed Merah qui a dit ça. Non, Mohamed Merah citait Mahomet, qui disait la guerre est ruse et tromperie. Le mensonge fait partie de leur boîte à outils pour avancer. Voilà, ils peuvent avoir un double discours, donc voilà comme on le voit avec Tariq Ramadan, etc. Le concept de taqiyya expliqué au nul dont je suis. Voilà ce que c'est que la taqiyya. Très bien. Alors, on lit très souvent sur les réseaux sociaux et sur Internet des réactions à Charlie Hebdo qui font un peu froid dans le dos. Bien fait pour Charlie Hebdo pour mettre un titre sur cet aspect des choses. Qu'est-ce que vous inspire ces réactions face à cette tuerie? C'est un excès de parole que nous ne partageons pas, parce qu'on ne peut pas se réjouir de toute façon que des gens soient tués de cette façon-là. Tout terrorisme est à bannir, mais on peut aussi comprendre que des gens soient furieux parce que Charlie Hebdo, pendant des années, a été relativement tiède sur l'islam, contrairement à la rumeur, et a tapé arditiambon sur non seulement les chrétiens, le christianisme, mais aussi les fascistes, entre guillemets. Le catholicisme de manière précise. Voilà, le catholicisme de façon précise. Quand vous aviez Charb qui était ravi d'être sous surveillance policière parce qu'il disait, pendant que j'ai un policier à côté de moi, il n'est pas en train d'arrêter des sans-papiers à la frontière. Ce qui est absolument abject. Bon, nous, c'est vrai que... 2 policiers sont morts pour protéger ces gens-là, ne l'oublions pas. Et quand on se rappelle ça, forcément, ça laisse un goût amer. Ça ne veut pas dire qu'on se félicite et qu'on est content de la mort. Je veux dire, il y a aussi une certaine cohérence, mais il ne faut pas non plus faire des journalistes de Charlie Hebdo des héros de la liberté d'expression. Je crois qu'ils l'ont été il y a 30 ans, 20 ans, quand on était dans l'effervescence, peut-être juste après mai 68, où on sortait un peu d'un carcan ou de ce qui était censé se reconnu comme un carcan, à tort ou à raison. Mais à tort ou à raison, d'une façon générale, bien sûr. Mais que depuis, le politiquement correct a fait son œuvre, même à Charlie Hebdo. Et ils sont morts alors qu'ils n'avaient pas pris vraiment des risques énormes, même selon la charia. Enfin, remarquons quand même que la plupart des tweets qui se félicitent de la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo sont d'origine relativement typée. Comme c'est étonnant. C'est étonnant, n'est-ce pas ? C'est étonnant. Alors, j'en ai relevé quelques-uns. Donc, excusez-moi du terme, bien fait pour leur gueule. Dit cet internaute qui veut embrasser sur le front les 2 soldats d'Allah. Qu'Allah vous récompense. Ajoute-t-il, et un autre, les musulmans qui pleurent la mort de Charb et compagnie, vous n'êtes que des serpillères, etc., etc. Donc on voit quand même que ces tweets sont d'une certaine origine, me semble-t-il. Oui, ils s'en cachent pas du tout. Il y a beaucoup de tweets de musulmans qui disent bravo, c'est dramatique. Et lors des rassemblements de soutien, on voit pas beaucoup de musulmans. Je tiens à le préciser. À Roubaix, qui est une ville à majorité musulmane, sur les photos, j'en ai pas vu, quoi. Voilà. Oui, il y a eu une superbe intervention, je crois que c'était sur BFM TV, il y a 2 jours. On a vu une journaliste dont le duplex a été perturbé par des jeunes qui ont fait derrière elle une superbe quenelle avec un large sourire et disant des choses peut-être pas très sympathiques pour la télévision en question. Bien, écoutez, un fait extraordinaire aussi en Inde, un politicien offre 7 millions d'euros
aux terroristes qui ont lancé l'attaque contre Charlie Hebdo. Alors, est-ce qu'on a affaire vraiment à quelque chose d'international? Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une partition du monde entre pro et anti-Charlie Hebdo? En fait, ça avait commencé déjà lors de l'affaire des caricatures en 2006. Il y a un Tchèque libanais qui avait appelé à faire des actions contre Charlie Hebdo, des actions violentes. Et comme je le disais au début de l'émission, hein, le blasphème, c'est vraiment puni de mort. Il n'y a pas de débat. C'est un consensus des savants musulmans. Donc à partir de là, oui, évidemment, le monde est partagé entre ceux qui souhaitaient la mort de Charlie Hebdo. C'est triste, voilà. Et donc après, évidemment, ils disent pas ouvertement. En France, il y a des lois, ils sont assez discrets, mais il y a beaucoup de gens qui sont contents malheureusement de ce qui s'est passé. Ce qui est quand même sur Charlie Hebdo, ce qui est quand même révélateur. Bon, Charlie Hebdo, de temps en temps, ils nous ont énervés, de temps en temps, ils nous ont fait rire et tout, mais je trouve ce qui a été quand même significatif, ça a été jusqu'au bout leur aveuglement et quelque part la relativisation de ce qui était le danger principal. Vous avez Cabu, par exemple, qui jusqu'au bout, dans son dernier ouvrage, considère que le problème essentiel en France, c'est Zemmour. Vous avez Charb qui se vantait encore jusqu'au bout d'expliquer que les catholiques étaient beaucoup plus problématiques que les musulmans, pour une bonne raison, c'est que les catholiques lui avaient fait 14 procès à Charlie Hebdo et que les musulmans n'en avaient fait qu'un. Et donc il expliquait que le catholicisme était plus nuisible finalement que l'islam et qu'il avait moins de problèmes. Je veux dire, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a une mise en parallèle à chaque fois entre les soi-disant intégristes catholiques et les intégristes musulmans, sauf que d'un côté, c'est Caroline Fourès qui avait écrit un livre, Tir croisé. Elle mettait en parallèle le Hamas, la branche armée du Hamas, avec les catholiques inoffensifs qui fréquentent Saint-Nicolas du Chardonnay, quoi. Et qui viennent à l'office armé jusqu'aux dents, bien sûr. Charlie Hebdo tapait sur les catholiques pendant 30 ans. Ils n'ont jamais reçu même pas une baffe, même pas un crachat des catholiques. Voilà. Donc, faut arrêter avec cette mise en parallèle toutes les religions, leur fanatisme, qui est largement véhiculé, cette idée, par les évêques. Hein. Il y a beaucoup de déclarations d'évêques. Ah oui, mais les fanatiques, il y en a partout. Attention aux extrémistes, il y en a partout. C'est pas le problème de l'islam, etc. Il va falloir aussi que les évêques de France tiennent un langage un peu plus courageux. Et ouvrent les yeux, effectivement. Oui. Alors, je pense également à Bernard Maris, qui fait partie des victimes de la tuerie, et qui a publié dans le Charlie Hebdo, qui est paru le jour de sa mort, l'islam accepte le monde tel quel. Et donc, c'est un billet qui, sans être absolument laudateur sur l'islam, est extrêmement complaisant. Donc, on ne peut même pas dire que ce monsieur, ça lui a ouvert les yeux. Excusez-moi de ce très mauvais jeu de mots. Disons, normalement, s'ils avaient été conséquents, quand nous avons organisé les assises internationales contre l'islamisation de nos pays, on aurait pu penser sur un thème comme ça que Charlie Hebdo aurait quand même eu un regard plutôt complaisant si nous étions des naïfs. Ils nous ont consacré une page particulièrement, on va dire, agressive, pour ne pas dire crapuleuse. C'est-à-dire que Charlie Hebdo, c'est très clair, a toujours été à l'aise. Moi, je me souviens, un jour, j'ai eu un échange très vif avec Charb. Moi, je suis athée, mais j'aime pas le deux poids, deux mesures. Et j'avais eu un échange très vif avec Charb, qui avait fait un dessin où on voyait le Christ sodomisé par une croix. Et j'avais dit à Charb, tu n'auras jamais le courage de faire la même chose avec Mahomet. C'était pas dit des choses que très agréables, mais on avait quand même polémiqué assez durement. Et je trouve très franchement, on parle de l'audace et de la défense de la liberté de Charlie Hebdo. Soyons gentils, c'est quand même ce journal qui voulait que le Front National soit interdit en 1995. On les présente comme des démocrates. Ils n'étaient pas du tout démocrates, Charlie Hebdo. Ce sont des communistes qui voulaient interdire l'expression d'un parti politique républicain. D'un parti qui représentait 15% des voix quand même à l'époque. Donc, relativisme. Après, sur leur courage, là, je suis pas tellement d'accord avec vous. Là, quand même, ils ont sorti une biographie de Mahomet il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Ils ont été courageux. Pour moi, on n'avait pas du tout les mêmes idées, mais je veux pas leur enlever qu'ils c'était des hommes courageux. Malgré tout, oui, tout à fait. Ouais. Alors donc, tous les médias ne sont pas à mettre dans la même corbeille, si j'ose dire. Je relève un éditorial, mais le nom ne vous surprendra pas. Il s'agit de l'éditorial de Laurent Oberton sur notre confrère Valeurs Actuelles. Un éditorial qu'on peut qualifier de lucide. Alors je ne sais pas si vous avez lu cet éditorial.
Je lis quelques phrases. Ils ont hurlé Allah Akbar, encore, nous répondons pas d'amalgame. Pour qui prend-on à la fin les Français? Que cherche-t-on à dissimuler ainsi? On se ressemble, on pleure, on est perdu dans l'incompréhension, sous le choc. On parle de climat, d'actes isolés, d'espérance, de tolérance, de valeurs d'amour, etc. Et après, c'est tout, etc., etc. Donc un édito vraiment à lire. Amis auditeurs, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de l'Identité de Radio Courtoisie. J'ai le plaisir de recevoir dans le studio Pierre Cassin de Riposte Laïque. Vous avez, je crois, édité un certain nombre de livres. Vous pourriez les donner rapidement, qui sont des livres récents et importants. Oui, on en est là. On vient d'éditer le 12e livre qui s'appelle « Musulmans, vous nous mentez ». d'Hubert Lemaire, qui est vraiment révélateur, c'est-à-dire qu'Hubert Lemaire s'indigne. Il a écrit ce livre avant ce qui s'est passé sur Charlie Hebdo, mais c'est tellement actuel. Il s'indigne justement qu'à chaque attentat commis au nom de l'islam, que ça soit Mera, que ça soit Nemouche, que ça soit Fofana, que ça soit dans le métro et tout, on ait le droit exactement aux mêmes enfumages, c'est-à-dire le coup du pas d'amalgame que sortait Laurent Oberton, les gémissements sur l'islam, ce n'est pas ça, des Ramadans, des Moussaouis, des Dounia Bouzar et tout. Et justement, il démontre un travail qu'apprécieraient René Marchand et Joachim, il démontre en s'appuyant sur les textes du Coran que tous ces actes sont commis au nom des textes sacrés. Il le démontre, il le décortique et il explique surtout aux musulmans qu'il faut d'abord qu'ils lisent le Coran pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et une fois qu'ils ont lu le Coran, que s'ils veulent demeurer des hommes libres, il faut qu'ils s'émancipent de l'islam. C'est donc un livre que certains classeront de très violent parce que l'homme, on va dire, ne ménage pas sa plume, ne tourne pas autour du pot. On peut dire qu'il pointe du doigt la responsabilité des musulmans dans leur soumission à l'islam et dans leur soumission au Coran. Mais en même le terme islam signifiant d'ailleurs soumission. Mais en tout cas, il les encourage à s'émanciper. Et il les encourage surtout à arrêter de nous enfumer en leur disant « Vous ne me faites pas ça à moi. Moi, j'ai vécu dans les pays musulmans. Je sais de quoi il est question. Vous ne me vendez pas ça en France. » Alors, mon invitée qui se trouve en face de moi, Christine Tazin, vous êtes présidente fondatrice de Résistance Républicaine. Oui. Vous avez un site, j'imagine, également. Oui. Et vous éditez également des livres ou Non. J'ai juste édité un petit fascicule sur qu'est-ce qu'elle vous a fait, la République, qui était un petit peu une réponse aux attaques des Soraliens qui n'arrêtent pas de cracher sur notre héritage. Et j'ai voulu remettre les choses en place et appeler au rassemblement, à savoir la France, la République, elle est l'héritière de toute notre histoire. Elle ne commence pas en 1789, mais il ne faut pas gommer non plus 1789. On est tout ça, voilà. Et donc c'est un appel au rassemblement à expliquer ce qui nous rassemble, c'est effectivement nos valeurs fondamentales françaises, quelle que soit leur origine. Et donc également présent dans le studio, Joachim Veliokas, auteur du livre « Ces mères qui courtisent l'islam », c'est bien cela et non pas l'islamisme. L'islamisme. L'islamisme, oui. Ah d'accord, excusez-moi. Donc je me suis trompé tout à l'heure et c'est pas grave. Heureusement Pierre Cassin a relevé. Donc ces mères qui courtisent l'islamisme, je vais y arriver, édition Tatami qui sort le 15 janvier dans toutes les librairies françaises. Alors c'est une nouvelle réédition, augmentée j'imagine. Augmentée avec 8 nouveaux chapitres, chaque chapitre correspond à une ville française où le maire collabore de manière matérielle ou donne des facilités aux islamistes pour construire des mosquées radicales. Alors je prouve vraiment que ce sont des radicaux et pas des musulmans modérés dans mon livre. Voilà, un livre assez épais qui fait 320 pages. Ça donne un peu l'idée de l'étendue de la collaboration en France des maires, aussi bien UMP que PS. Mais il y a plus de maires UMP dans mon livre, dans les chapitres. Ah bon, est-ce un hasard? Il est peut-être socialiste, non? Non, alors crypto-socialiste. Non, mais les masques. En fait, si vous voulez, dans la première édition, il y avait beaucoup de maires PS. Et là, récemment, les maires UMP ont repris la tête du peloton. C'est une lutte à mort, si j'ose dire. Oui, là, entre-temps, on a eu des maires UMP, par exemple, alors à Nîmes, il a fait très fort. Hein. Le maire est quand même le vice-président de l'UMP. J'ai plus son nom en tête, le maire de Nîmes. Il y avait un temple protestant, les bâtiments qui appartenaient à la ville.
il les a cédés à une association musulmane pour une mosquée. Et cette association, j'ai épluché leur bulletin interne, ils ont clairement des références islamistes. Il y a le maire de Cannes, alors lui, c'est le pompon, hein. Le nouveau maire de Cannes, David Lisnard, qui a succédé à Bernard Brochant, qui est un proche de Sarkozy. Hein. Et David Lisnard, quand le projet de mosquée qu'il a contribué à porter quand il était adjoint au maire, il a dit clairement qu'il avait pris ses libertés avec la loi de 1905. Et il s'en est pas caché, même dans la presse. Et du coup, en fait... Prendre la liberté, c'est un viol complet de la loi. Ils ont donné le terrain municipal... gratuit, hein. 1 euro symbolique, là les fameux baux amphithéotiques. Amphithéotiques, c'est ça, oui. Et pas pour n'importe qui. C'est un mécène saoudien qui est aussi le propriétaire de la plus grande chaîne wahhabite d'Arabie Saoudite, Iqra. C'est une chaîne où les prédicateurs les plus radicaux du monde appellent au djihad, etc. Appellent même à conquérir le monde, hein. C'est tchèque. Donc c'est la chaîne Iqra. Et du coup, il a appelé la mosquée de Cannes Iqra également. Voilà. Ça veut dire lire en arabe. Et donc, c'est le maire de Cannes, UMP, qui... Voilà, ça c'est un exemple. Il y a beaucoup d'exemples, malheureusement. Il y a Alain Juppé qui a dit qu'il fera tout pour qu'un terrain soit disponible pour la grande mosquée de Bordeaux, dirigée par Tarek Oubrou, dont on a parlé au début de l'émission, dont la référence est Ibn Taymiyyah, qui justifie Ibn Taymiyyah, hein, pas Tarek Oubrou, mais c'est quand même sa référence, qui justifie la mise à mort des moines, qui justifie la mise à mort des blasphémateurs, etc. Voilà. Donc moi, j'affirme tranquillement, et d'ailleurs, quand mon livre est paru dans sa première édition en 2010, Alain Juppé ne m'a pas fait de procès parce qu'il sait que j'ai raison et que si on va au tribunal, je gagne. Voilà, donc je peux affirmer le plus tranquillement du monde que Alain Juppé donne des facilités, essaye de trouver un terrain pour une grande mosquée des frères musulmans, parce que Tarek Oubrou, dans son dernier livre, paru en 2013, se dit lui-même encore membre des frères musulmans. Quand les frères musulmans étaient au pouvoir en Égypte, on a vu toutes leurs exactions. Hein. Là, c'est pas Joachim Velioka qui le dit, hein, c'est Amnesty International. On a vu tous les violences qu'ils ont commis à l'encontre des chrétiens, sans église brûlée, etc., après que le président Morsi était déchu. Pendant ce temps-là, Tarek Oubrou écrit dans un livre, paru chez Bayard, Le prêtre et l'imam, hein, c'est un entretien avec un journaliste de Pèlerin Magazine, hein. Vous savez, les cathos progressistes qui sont complètement à l'ouest. Il écrit « Je suis encore membre des frères musulmans ». Voilà. Alors, on ne peut pas être plus clair, là. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, parce que maintenant, ça suffit. Il faut dénoncer vraiment la collaboration de nos politiques avec les islamistes. Est-ce que vous pourriez quand même nous citer un maire socialiste, parce que vous n'avez cité que des maires UMP, on va croire que c'est une émission... Bien sûr, il y a le copain de Manuel Valls à Cergy, pour la grande mosquée de Cergy, Dominique Lefebvre, qui est maire de Cergy depuis très longtemps. Alors lui, c'est un grand terrain pour la grande mosquée de Cergy, qui a un minaret gigantesque. Le loyer, il y a 2000 mètres carrés de terrain. Seulement, même pas 800 € de loyer par an. C'est un véritable cadeau. Et j'ai les preuves dans mon livre que le premier imam, que toutes les fédérations musulmanes de Cergy sont regroupées. Et en fait, il y avait 12 associations musulmanes de Cergy qui sont mises d'accord pour choisir un imam radical, en fait, membre des frères musulmans. Sur sa page Facebook, il pose avec Youssef Al-Qardawi, le fameux tchèque des frères musulmans qui appelle à tuer les juifs, tuer les apostats et conquérir l'Europe. Voilà qui sont aux manettes des mosquées qu'on nous dit les grandes mosquées, c'est l'islam modéré, etc. C'est complètement faux, quoi. Donc tout ça, vous le voyez vous le découvrirez le 15 janvier dans mon livre Ces mères qui courtisent l'islamisme. Vous faites une séance de signature éventuellement ? Pour raison de sécurité, non. Non, pour raison de sécurité, tout à fait. Ce qu'on peut comprendre. Alors, chers amis de Radio Courtoisie, vous êtes apparemment très intéressés par cette émission, et on peut le comprendre. Vos messages s'accumulent, et comme vous avez remarqué, je n'ai pas d'assistant, donc je les lis en diagonale avant de les lire à l'antenne, c'est peut-être plus prudent, et je ne pourrai pas tous les lire parce qu'il y en a un certain nombre. Alors, je vais quand même en lire un certain nombre, mais pardonnez-moi pour ceux que je n'aurai pas le temps de lire. Ce n'est pas du tout par censure, c'est parce que il y a trop de mails. J'ai vécu en Afrique du Nord, dit cette auditrice, et nous étions en première ligne pour subir les choses horribles. Alors effectivement, j'ai daté le réveil de l'islam de 74 à cause de cette fameuse déclaration de guerre, mais la guerre d'Algérie nous donnait un avant-goût de la résurrection de l'islam.
Je ne comprends pas pourquoi un journal aussi politiquement correct que Charlie Hebdo critiquait l'islam, donc je pense que nous avons en partie répondu à cette question. Parmi les réactions des médias, l'intervention de Jeannette Bougrab me paraît intéressante. Hier soir, dans les médias, elle a bien précisé que les coupables étaient aussi les médias et les politiques par leur silence, et que elle voulait quitter la France car nous étions dans une situation pré-insurrectionnelle. Vous pouvez intervenir sur... Jeannette Bougrab est quelqu'un de courageux. Elle a écrit un livre vraiment pour dénoncer justement la laïcité en France qui est malmenée. Et contre l'islamisme, elle a eu vraiment un discours courageux ces dernières années. Jeannette Bougrab, fille de harki, je tiens à le préciser. Elle a succédé à l'ineffable Schweitzer, qui dirigeait la Halde. Oui. Et quand, avant que la Halde soit dissoute, effectivement, Jeannette Bougrab a pris le contre-pied de nombreuses positions communautaristes et totalement liberticides de Schweitzer. Je crois savoir que c'était la compagne de Charb. Aussi, oui. Ah, c'était la compagne de Charb. On l'a appris, après l'attentat. Là, je suis extrêmement... Comme quoi... C'est là tout le paradoxe. Charlie Hebdo, qui est un média pour qui l'UMP c'est le fascisme, Charb sortait quand même avec quelqu'un de l'UMP, quoi. Voilà. D'accord. C'est une petite parenthèse. Ah oui, tout à fait. C'est une information intéressante, en effet. Cet auditeur, avez-vous remarqué que nos médias officiels ne disent jamais à l'antenne Allah Akbar, mais la traduction française Dieu est grand. Mauvaise traduction. C'est Dieu est le plus grand. Allah est le plus grand. Plus grand que qui ? Voilà. Plus grand que la Trinité, etc. Le plus grand, des autres dieux. C'est un superlatif et non pas un comparatif. Pensez-vous que Tariq Ramadan, c'est une question d'un auditeur, pensez-vous que Tariq Ramadan et Ouria Boutelja participeront aux manifestations de dimanche aux côtés Oui, ça leur donne l'occasion de se montrer comme étant des modérés. Alors que Tariq Ramadan, encore dans une conférence l'année dernière, il dit vous n'aurez pas la paix tant qu'il n'y aura pas de justice dans ce pays. Voilà, il parlait à des jeunes de banlieue dans une ville en France. J'ai la vidéo sur l'Observatoire de l'islamisation. C'est un bout de feu. C'est vraiment un bout de feu, ce type. Et donc cette auditrice nous donne en effet l'information que vous avez donnée, à savoir que Charb qui s'appelle Charbonnier de son nom complet, je l'apprends aussi, avait pour amie Madame Bougrab. Donc en effet deux informations convergentes. Qui finance Charlie Hebdo, étant donné les moyens qu'ils ont? Effectivement, ils sont un peu plus riches que Radio Courtoisie, c'est le moins qu'on puisse dire. Cet auditeur, il serait bien que les intervenants rappellent les faits suivants. En 1995, Charlie Hebdo avait lancé, mais c'est effectivement un message qui date un peu. Vous en avez parlé, Pierre Cassan. Charlie Hebdo avait lancé en 96 une pétition pour l'interdiction du Front National. Oui, on en a parlé. Soutenu par Mélenchon. De grands démocrates devant l'éternel, comme chacun sait. Je me demande, dit cet auditeur, si ce ne sera pas le gouvernement socialiste qui est aux abois depuis un moment. Déjà, excusez-moi, la formulation est mal faite. Une façon aussi de contrôler les libertés individuelles et les libertés collectives en France. La nouvelle loi sur Internet et le contrôle de la vie privée, c'est durci. Oui, c'est ça, la loi de programmation militaire. Je suis pas un spécialiste. Au nom de la lutte contre le terrorisme. C'est ça. Donc on fait passer pour lutte contre le terrorisme avec des soubassements qui sont liberticides. Comme on fait les Américains. Je rappelle qu'il y a 10 ans, la société Carrefour avait boycotté les produits danois. Donc, en effet, nous parlions en collaboration, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis d'accord à 90%, dit cet auditeur. Pourquoi pas les 10%, cher auditeur? Mais vous parlez de blasphème et faites allusion à l'ouvrage de Ibn Taymiyya. Ibn Taymiyya, oui. Oui, qui s'appelle le sabre dégainé qui insulte le prophète. C'est le sabre dégainé, voilà. Je cherchais la notion. Ah oui, d'accord, vous en parliez en effet tout à l'heure. Le blasphème n'est pas là, continue cet auditeur, il s'agit d'insultes. N'allez pas trop vite dans l'interprétation des textes. Oui, d'insultes envers le prophète. Moi, je crois que ça revient au même. Entre insulte et blasphème, bon. Un auditeur, le multiculturalisme est un acte de foi chez les gens qui le défendent et n'en demanderont jamais à n'importe quel prix, c'est un avis. Voilà, bah écoutez, alors la dernière, d'autres messages vont sans doute arriver. Le dernier, la grande différence entre les juifs et les chrétiens et les musulmans, c'est l'apostasie et le mépris de l'homme. Effectivement, je crois que l'apostasie est condamnée à mort dans l'islam, pas dans le christianisme en tout cas, c'est sûr. Oui, dans le Coran, celui qui tourne les talons doit mourir. Et aussi dans le hadith, dans la tradition musulmane, c'est un consensus des juristes musulmans. Et chez les juifs, je ne peux pas me prononcer, je ne sais pas. Je ne crois pas.
je ne crois pas, mais je ne suis pas spécialiste de cette religion. Bien, alors nous allons ouvrir un petit peu les choses au niveau de l'Europe. Vous avez sans doute vu la réaction de Geert Wilders. Je la résume. Le problème, c'est l'islam et rien d'autre. Ça a le mérite d'être clair. Qu'est-ce que vous en pensez ? Christine Tazin. Déjà, quand il avait sorti son film Fitna, qui lui a valu procès, menace de mort, et qui fait qu'il vit depuis des années quand même dans une vie dont personne ne veut, sous protection policière, changement de résidence, etc. Il avait déjà montré simplement par quelques images chocs les attentats, les morts, les lapidations, etc. Et à chaque fois, le verset correspondant est montré que ce qu'on appelle le terrorisme islamiste n'est que l'application stricte du Coran. Et c'est ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo, et c'est ce qui s'est passé pour les agressions, les différents actes terroristes qu'on a eus pendant la période des fêtes. Donc, il appartient aux politiques de mettre un coup d'arrêt à cela. Et pour nous, après, c'est à faire des propositions. Mais il semble que la première chose à faire, ça serait d'une commission parlementaire qui établisse justement ce qui se passe, ce qui se dit dans les mosquées, ce qui s'y fait, quel enseignement on fait aux enfants dans les écoles coraniques qui dépendent des mosquées, sous prétexte de centres culturels que nous finançons. Parce que ça n'est pas interdit par la loi de 1905. La différence entre cultuel et culturel est souvent extrêmement opaque et en fait, elle est essentielle. Ils ont réussi à contourner la loi. La loi de 1905 interdit les subventions au culte, mais ils construisent des édifices culturels à l'intérieur desquels ils mettent une salle de prière qui, soi-disant, ne serait pas subventionnée. Et dans ces édifices culturels, vous avez des écoles coraniques, des cours d'arabe, l'étude du Coran et la mémorisation du Coran par cœur par des tas de gamins qui sont obligés de marcher droit. Donc on est bien dans l'application stricte du Coran et on ne va pas nous dire que ça n'existe pas et que l'islam, ça n'est pas ça. Alors, en ce qui concerne l'ouverture, la prise de conscience, je dirais au niveau de l'Europe, il y a un phénomène très important, numériquement et culturellement, c'est en Allemagne, c'est ce qu'on appelle le phénomène Pegida, si on veut prononcer à l'allemande. Alors, Joachim Vedioka, vous revenez d'Allemagne et donc vous allez nous parler vraiment de manière très, très précise de ce phénomène. Oui, alors Pegida, c'est l'acronyme de patriotes contre l'islamisation de l'Europe. Quelles sont leurs revendications ? Ils veulent durcir les contrôles pour les demandeurs d'asile. Ils ne sont pas contre le droit d'asile, au contraire de ce que disent leurs détracteurs. Ils sont pour accueillir les gens qui sont vraiment persécutés, etc., etc. Ils ne remettent pas en cause le principe. Mais ils ont bien compris qu'il y avait un abus, comme en France, on est à 70 000 demandeurs d'asile. Ce ne sont pas tous des Syriens qui ont fui Homs, c'est pas du tout ça. Voilà. Autre revendication, qu'il faut renvoyer chez eux les délinquants étrangers. Autre revendication de Pegida, aussi avoir plus de moyens pour la police, voilà. Mais toutes leurs revendications ne sont jamais citées par la presse, et même par la presse allemande. Je me suis entretenu longuement avec un des responsables de Pegida à Cologne. Une longue interview, mon documentaire va être en ligne ce soir sur l'Observatoire de l'islamisation. Et ils sont vraiment effarés parce que même l'Église est contre eux. La cathédrale de Cologne a été éteinte en protestation contre leur mouvement. Et donc j'étais à la manifestation à Cologne et j'étais dans le cortège des contre-manifestations. Et c'est très intéressant de voir leur profil. En fait, il y avait les Verts, tous les partis de gauche, les plus radicaux, beaucoup d'antifa, des black blocs, même des antifas français. J'ai vu des Français avec des protège-dents qui venaient à Cologne pour se faire des patriotes allemands. Aucun drapeau allemand dans le cortège des anti-Pegida, parce qu'apparemment ils n'aiment pas leur pays. Par contre, beaucoup de drapeaux turcs. Et là, j'ai les preuves vidéo, vous le verrez dans mon documentaire, des drapeaux turcs, des drapeaux avec l'effigie de Recep Erdogan, le président turc. J'ai interviewé longuement des Turcs qui participaient à la manifestation, qui soutiennent le président islamiste. Donc ces gens-là étaient avec les Verts, étaient avec les communistes, etc. Voilà. À Dresde, il y a eu 18 000 personnes lundi 5 janvier dernier. À Munich, à Düsseldorf. Moi, j'étais à Cologne parce que de Paris, c'est plus pratique pour y aller. Et à Cologne, malheureusement, ils n'étaient pas très nombreux. Les contre-manifestants étaient plus nombreux.
Voilà, mais c'est un réveil très encourageant qui donne beaucoup d'inquiétude au gouvernement Merkel. Angela Merkel a dû faire un communiqué pour dire qu'elle ne soutenait pas Pegida. Toute la presse allemande titre là-dessus. Je crois qu'il y a eu 80 personnalités allemandes qui ont publié un manifeste contre Pegida, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Et donc de l'ensemble du système, il y avait aussi bien des chefs d'entreprise que des hommes politiques, que des journalistes. Je crois même qu'il y avait un évêque, me semble-t-il. Ça vient pas de nulle part quand même, puisqu'il y a 4 ans, il y a quand même Thilo Sarrazin en Allemagne qui a publié un livre qui est un peu le pendant du livre de Zemmour, qui a été vendu à 2 millions d'exemplaires, à la plus grande fureur du système et tout, mais il a été vendu à 2 millions d'exemplaires sur un semblant à peu près. L'Allemagne va disparaître, c'est le titre de Thilo Sarrazin, qui était un économiste très reconnu du PS, me semble-t-il, non? En plus, Parti socialiste allemand, bien sûr. Ouais. Et son livre a été traduit en français aux éditions du Toucan. Ça a eu un retentissement énorme. Alors, Christine Tazin et Pierre Cassan, vous organisez vos associations, et donc vous-même qui êtes aux premières à la tête, vous organisez une manifestation, c'est ce dimanche 18 janvier 2015, donc à l'initiative de Riposte laïque et de Résistance républicaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Moi, je voudrais juste faire le lien, puisqu'on vient de parler de Pegida. Il est évident qu'il y a un rapport entre ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe en France, puisqu'il y a quand même un refus, un mouvement anti-islamisation, anti-terrorisme, etc. Donc nous sommes en contact avec les responsables de Pegida, et d'ailleurs Pierre et moi serons à Düsseldorf lundi soir pour participer à la manifestation justement de Pegida, et donc nous espérons que nous aurons l'un des responsables à notre manifestation du 18 janvier. Est-ce que le lieu est déjà fixé? Alors le 18 janvier, ce sera place de la Bourse à 14h30. Vous n'avez pas été pour l'instant interdit par la préfecture de police? Alors nous sommes dans une situation en tant qu'islamophobe, naturellement. Un peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils nous ont interdit hier soir notre manifestation d'hier soir et en même temps celle du 18, mais ils l'ont intitulée du 11, donc il y a une petite faute, ils sont pas très sérieux. Ah, c'est la faute de RTT, ça. Voilà, je pense, oui. Mais donc nous n'annulons pas, et pour cause, puisque nous lançons ce jour, notre avocat lance une procédure d'annulation en référé, parce que nous sommes les seuls à ne pas être autorisés à manifester en ces temps de manifestations monstres, déclarées, pas déclarées, rassemblements de tous les côtés, et nous serions... Il y a même des attentats pas déclarés. C'est dire. C'est incroyable. Voilà. Quel foutoir, excusez-moi. C'est terrible, mon pauvre monsieur. Il faut remettre de l'ordre. Et Cazeneuve a décidé de remettre de l'ordre en nous interdisant, nous, de manifester, parce que il est évident que ce sont nos écrits et les écrits de Zemmour et de Houellebecq qui ont armé le bras des assassins, celui qui tire sur le pauvre jogger, celui qui renverse le piéton. C'est évident que ce sont nos écrits qui ont déclenché ça, parce qu'on a quand même entendu un numéro de Takia français. Finalement, ils s'y mettent aussi. C'est là où on voit à quel point l'islamisation et la charia progressent en France, avec nos gouvernants s'attaquant aux islamophobes et disant qu'il ne fallait absolument plus tolérer l'islamophobie. Donc on est vraiment dans quelque chose de grave. Donc c'est pourquoi nous disons aux auditeurs, rendez-vous à 14h30 dimanche 18 janvier. Nous espérons bien gagner le référé et que nous serons très nombreux pour montrer à notre gouvernement que le délit de blasphème ne passe pas, mais que la censure ne passe pas, et que nous ne sommes pas encore dans un état totalitaire. Donc 14h 18 janvier, 14h30 18 janvier, place de la Bourse. C'est ça. Eh bien, c'est bien noté. Alors, amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes toujours à l'écoute du Libre Journal de l'Identité. Henri Dubost au micro, et je reçois dans le studio, par ordre alphabétique toujours, Pierre Cassan, Christine Tazin et Joachim Velioca.
Quelques messages encore qui arrivent. Alors, un message qui fait chaud au cœur. Merci Monsieur Dubos pour votre émission. Merci, chère auditrice, pour votre compliment. Un auditeur, bravo, c'est une formidable émotion. Je suis dans l'émotionnel, moi aussi, comme beaucoup de journalistes. C'est une formidable émission. Merci beaucoup. Je vais vous envoyer des sous. Eh bien, chers auditeurs, j'espère que vous serez suivis par de très nombreux auditeurs. Je rappelle le chèque à faire, c'est 40 € minimum. Si vous pouvez un peu plus, n'hésitez pas. Vous rentrerez dans des souhaits de bonne année. Par conséquent, prenez de bonnes résolutions en ce début d'année. Ce même auditeur nous dit parler de Richard Millet. Je ne sais pas si ça vous inspire les uns ou les autres. Pour Madame Tazin, il y a un S en trop, mais c'est pas grave, je rectifie. Y a-t-il eu des déclarations de Madame Farida Belgoul ? Je ne sais pas si cette question vous concerne. Parce que je me suis un petit peu intéressée à ce que faisait cette dame et qu'on a eu quelques échanges par net interposé très véhéments, parce qu'on ne partageons pas les mêmes valeurs. Et je ne sais pas du tout si elle a pris position. En tout cas, je n'en ai pas entendu parler, alors qu'elle aboie dès qu'il y a la moindre chose qui lui déplaît. Bien, cette auditrice, pour la manifestation, alors c'est un avis plus qu'une question, vous pourrez commenter si vous le souhaitez, pour la manifestation de dimanche, au lieu de battre les pavés, les Français devraient se rendre dans toutes les églises de France et prier pour nos valeurs chrétiennes et notre héritage. Il faut s'affirmer haut et fort. C'est en effet une question d'identité. Je me permettrai de répondre que je crois que si chacun des catholiques le sent, il faut qu'il le fasse, c'est-à-dire qu'il faut affirmer notre identité. Je crois effectivement, mais je dirais aussi que je crois qu'il est temps pour chacun de fréquenter les salles de sport, les salles de tir, et oui, on se sent quand même pas très bien protégé actuellement, c'est le moins qu'on puisse dire, quand on entend que Charlie Hebdo était protégé depuis des années, et quand on voit ce qui se passe, on se pose quand même des questions sur les filtrages à l'entrée, sur ce qui est vraiment une sécurité. Donc, la faille de la sécurité intérieure, manifestement, qui n'a strictement rien vu venir. Exactement. Alors qu'ils revenaient quand même du djihad, ces deux jeunes étaient oui, mais c'était pas des petits jeunes de banlieue anonymes. Non, ils étaient quand même c'est très inquiétant cette défaillance. Quand on voit que vous voulez commenter un point important, me semble-t-il, la faillite du système de protection intérieure français. Tu veux y aller ? Vas-y. Je crois que c'est... Pierre Casson. Moi, je trouve, on savait tous qu'il y aurait forcément un attentat. Je suis convaincu que nos services de sécurité et tout arrivent à déjouer des dizaines et des dizaines de tentatives d'attentats, d'actes violents et tout. Le directeur de Scotland Yard l'a dit récemment, il y a une quinzaine de jours, évidemment pour la Grande-Bretagne. En France, il n'y a pas eu d'aveu de ce type-là, mais je pense que c'est vrai, en effet. Il n'empêche qu'à partir du moment où, premièrement, on retire des moyens financiers, des moyens en effectif par rapport à notre police, ou deuxièmement, on continue à faire venir tous les jours sur le territoire français 1500 nouveaux venus. Sur ces 1500 nouveaux venus, combien de nouveaux méras ? À partir de là, à partir du moment où on a le phénomène djihadiste, à partir du moment où il y a la radicalisation, de toute façon, quelle que soit l'efficacité de nos services, c'est évident que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo n'est que le premier attentat, d'hélas, d'autres séries. Je veux dire, personne ne peut croire que ça va s'arrêter en 2015 et que ça va être simplement des actes isolés, des loups solitaires et tout. Bien évidemment... Il y a des déséquilibres, oui. Voilà. Bien évidemment qu'à un moment, nos services, aussi performants soient-ils, seront forcément dépassés. C'est inévitable. Alors Christine Tazin, vous conseillez à nos auditeurs de fréquenter les salles de tir. Alors je lis cette information, il y a officiellement 3 millions d'armes légales en France. Pour peut-être 10 fois plus d'armes illégales qui traînent dans les banlieues. Enfin, c'est évident. Maintenant, il ne faut pas s'avouer vaincu. Le sommet de l'iceberg. Nous avons cette chance en France d'avoir encore, je ne suis pas chasseur ni spécialement attiré par la chasse, mais nous avons la chance d'avoir aussi un grand nombre de chasseurs qui ont tous des armes et qui sont, pour une grande majorité d'entre eux, je crois, des gens attachés à leurs valeurs, à leur terroir, et qui sont sans doute prêts à le défendre si besoin est, parce qu'il ne faut pas rêver. La guerre nous est déclarée. Il ne faut pas s'imaginer que c'est en défilant avec l'UOIF qu'on va arrêter les islamistes, qu'on va arrêter les attentats et les meurtres. Il faut que chacun veille. Et moi, j'invite tous les gens, notamment les adhérents de Résistance républicaine, qui sont un petit peu répartis partout en France, à
tisser un réseau de solidarité, d'entraide, s'avertir et puis être ensemble en situation difficile. S'il faut se retrancher dans une maison du quartier, il faut tout imaginer. Ça peut paraître peut-être un peu surréaliste. Je crois qu'on est parti vers quand même des passages très difficiles. Quelque chose de dur et qui ressemble à une guerre civile, quelque part. Voilà, quelque chose. Alors, il ne faut pas utiliser le mot guerre civile, parce qu'une guerre civile, c'est entre deux systèmes du même pays, oui, deux habitants. D'accord ? Nous sommes attaqués par des éléments étrangers. Guerre étrangère en France. Voilà. Guerre étrangère en France. Des étrangers qui mènent au nom d'une civilisation étrangère, d'une culture étrangère, une guerre contre la nôtre et contre nous. Donc, on est vraiment dans une guerre de reconquête, une guerre peut-être défensive et de reconquête, ça c'est sûr. Alors donc le titre de cette émission, c'est l'islamisation de l'Europe, les voies de la reconquête. Est-ce que vous pouvez donner quelques chemins vers la reconquête, à part naturellement vos associations respectives ? Pierre Casson. Quelques chemins, c'est déjà, vous parliez d'une solidarité européenne. Nous avions organisé il y a un peu plus de 4 ans les assises internationales contre l'islamisation de nos pays. Ça a permis quand même de tisser des liens entre des résistants qui sont dans les différents pays, avec les particularités des pays, confrontés à des phénomènes semblables. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la communauté musulmane progresse, à chaque fois on constate les mêmes problèmes, c'est-à-dire une surdélinquance, elle est la plupart du temps majoritaire dans les prisons, des agressions contre les femmes, des agressions contre les homosexuels, les juifs qui ont de moins en moins envie de rester dans ces pays, exemple les Pays-Bas. Donc nous avons quand même constaté énormément d'éléments similaires, avec évidemment, de par l'immigration, une progression et une aggravation de la situation quotidienne des ceux qu'on pourrait appeler les vrais indigènes. Alors c'est vrai que la question, c'est quelles sont les réponses politiques que les différents mouvements doivent mettre en avant. Christine l'évoquait. Moi je crois que la première chose, encore plus quand on voit le spectacle de Lampedusa, qui est qu'une partie du phénomène migratoire en Europe, mais quand on voit quand même cette espèce de déferlement qui nous rappelle vraiment le livre visionnaire de Jean Raspail, c'est évident qu'il y a encore plus dans une période de chômage de masse, de précarité, de faillite des systèmes sociaux, c'est évident qu'on ne peut pas continuer à accueillir comme ça sans une immigration de peuplement quand on est dans une période de chômage de masse. Donc c'est évident que c'est l'arrêt de l'immigration. Moi, j'aime bien, parmi les réflexions, amener la thèse de la compatibilité de l'islam avec les valeurs de la République par une mission parlementaire. Par exemple, il y avait eu une mission parlementaire en 2003 sur les signes religieux à l'école, dont le voile islamique. Il y a eu une mission parlementaire en 2009 sur le voile intégral. Je trouve qu'il serait très très intéressant que nous entendions notamment des René Marchand ou des Joachim Veliokas raconter devant nos parlementaires un petit peu autre chose que les enfumages de Tarek Oubrou, de Dounia Bouzar, de Moussaoui ou de Tariq Ramadan. Donc la première chose qui serait intéressante, c'est réellement que les Français, qu'on leur apprenne exactement ce qu'il y a dans le Coran et qu'on finisse par dire est-ce que l'islam est réellement compatible avec nos valeurs, avec la République. Si c'est compatible, il n'y a pas de problème, mais dans ces cas-là, on n'a pas dû bien lire. Si c'est pas compatible, il faut en tirer des conclusions. Est-ce que si l'islam n'est pas compatible avec nos valeurs, est-ce qu'on continue à construire des mosquées ? Est-ce qu'on continue à autoriser l'ouverture de mosquées ? Est-ce qu'on continue à autoriser des écoles coraniques où on va endoctriner les gamins depuis l'âge de 5 ans ? Allons plus loin dans les réflexions. Est-ce que le voile islamique a sa place en France dans la rue ? Le voile islamique, c'est pas simplement un bout de tissu, comme certains vous le racontent en relativisant complètement le problème. C'est un marquage communautariste de l'espace public qui envoie d'autre part un message très clair. Celle qui le porte est réservée uniquement à un musulman. Et si vous voulez vous intéresser à elle, vous devez naturellement vous convertir à l'islam, sinon gare. Donc un ensemble de pistes, bien évidemment la halalisation de nos abattoirs, la halalisation de la nourriture est également un chantier qu'il est absolument indispensable de regarder. Donc moi je crois qu'il y a énormément de pistes, je vous ai cité les essentielles, où il y a moyen de mettre aujourd'hui un coup d'arrêt à la progression d'une islamisation, si ce n'est pas fait, parce que bon, il y a ceux qui vous disent naturellement, les pleureuses habituelles qui vont vous dire mais malheureux si vous attaquez un seul de ces chantiers-là, mais c'est la guerre civile, parce que c'est toujours les mots qui sont faits. Je crois qu'à cela, il faut répondre que si nous ne le faisons pas,
nous donnerons raison au pronostic du philosophe Michel Onfray, qui expliquait récemment que selon lui, avec l'immigration et la démographie, dans 50 ans, l'Europe et la France seront sous domination musulmane. Donc si nous ne le faisons pas aujourd'hui, alors que je considère que la France a encore un rapport de force, soit nous ne le ferons jamais et Michel Onfray aura raison, soit nous le ferons plus tard et la reconquête sera beaucoup plus douloureuse. En plus, excusez-moi. Je voulais juste par rapport à ce qu'il disait, parce qu'on a évoqué la compatibilité de l'islam et des droits de l'homme, etc. Il y a quand même déjà, en 2001, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêté très clair face à une demande d'Erdogan qui, à l'époque, voulait imposer la charia en Turquie. Et la réponse de la Cour européenne des droits de l'homme a été très claire. La charia est incompatible avec la démocratie, la République, les valeurs occidentales et notamment l'égalité homme-femme. Et on n'a pas le droit de l'imposer à un pays. Donc, quelque part, la mission parlementaire que nous appelons de nos vœux devrait quand même s'inspirer de ça, et nos gouvernements devraient s'inspirer de ça pour lancer ce travail d'investigation. Mais quid de l'entrée de la Turquie en Europe? Alors, si le charia est incompatible avec les droits de l'homme européens... dans les faits, c'est déjà effectif. Européen, pardon. Oui, depuis le 1er janvier 2014... On est loin déjà dans le processus d'intégration. Depuis un an, les Turcs n'ont plus besoin de visa pour entrer en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des djihadistes en Syrie et en Irak sont turcs. Il n'y a plus de frontière entre la Syrie et la Turquie, parce que les Turcs, officiellement, ils laissent tout passer pour armer les djihadistes. Et ensuite, ces gens-là n'ont plus de visa de tourisme à demander pour venir chez nous. Voilà. J'ai demandé ça à Claude Guéant lors d'un dîner-débat de la droite libre. Je lui dis, mais vous nous vendez l'Union européenne, mais c'est l'Union européenne qui nous impose d'accueillir tous les Turcs. Claude Guéant m'a répondu « Oui, mais nous, quand on va en Turquie, on n'a pas besoin de visa pour aller visiter la Turquie. » Alors d'un côté, en tant que touriste. Je n'ai jamais vu au château de la Loire, au château de Versailles, au Louvre, beaucoup de Turcs. Les Turcs qui viennent chez nous, c'est pour aller dans les petites Turquies qui se constituent notamment à Cologne. À Cologne, j'ai vu des rues entières complètement turques, que des magasins turcs. Le phénomène turc en Allemagne étant spécialement important, en effet plus qu'en France. C'est vraiment un communautarisme, et Erdogan leur a dit en Europe, il est venu dans des grandes villes européennes pour dire l'assimilation est un crime contre l'humanité. Tout à fait, c'est le terme qu'il a employé. Surtout ne vous assimilez pas, oui. Prenez leur nationalité, mais évidemment maintenant il y a la double nationalité, donc ils peuvent encore voter. C'est extrêmement grave. Claude Guéant, il est pour ouvrir notre pays aux Turcs. Voilà, donc c'est extrêmement grave, et si on ne réagit pas au niveau des lois de l'immigration qui sont imposées par Bruxelles, avec le traité d'Amsterdam depuis 1998, la politique de visa, les cartes vertes, comme ils disent là, les cartes bleues en fait en Europe. Vous vous souvenez, lors de la crise en Tunisie, les Italiens ont donné 20 000 titres de séjour Schengen, carte Schengen. Ces gens-là sont allés en France après voir leur famille. Voilà, il faut retrouver notre souveraineté sur le sujet migratoire. C'est vraiment un des préalables. Après, il faut juste appliquer les lois. Pourquoi il y a des abattoirs halal normalement? En fait, c'est une dérogation à la loi européenne. Normalement, c'est interdit. Il faut étourdir les animaux. Les règles d'hygiène ne sont pas respectées. Et chez Escherichia coli. Exactement. La manière dont ils tranchent la gorge des vaches, des bovins. Je ne vais pas rentrer dans la technique. Il faut aller chez Vigilance Halal. Le docteur vétérinaire Peretti vous l'expliquerait très bien. Ça démultiplie le risque de bactéries parce qu'en fait, il y a le contenu de l'œsophage qui se déverse partout. Donc déjà, on a fait une dérogation. La République française a cédé sur ce point de la viande halal. Il y a la moitié, plus de la moitié, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la viande et halal maintenant en France qui se retrouve dans le circuit classique. Concernant les mosquées, que nous dit la loi de 1905? Il suffit de l'appliquer. La loi de 1905 dit vraiment précisément qu'il est interdit de faire de politique dans les lieux de culte. L'islam est avant tout politique. Il y a des partis musulmans partout. Ils ont même leur mosquée. L'UOIF, c'est les frères musulmans. C'est un parti politique. Et aussi, dans les mosquées, on doit pas enseigner des choses contraires à l'ordre public, etc. Bon, il suffit de regarder les livres qu'ils enseignent et c'est tout à fait contraire à l'ordre public. Il suffit d'appliquer la loi, commençant par là, mais les lois françaises, parce que les lois européennes, quand elles nous sont pas favorables, il faut aussi retrouver notre souveraineté. C'est un point crucial.
Alors, je crois, détrompez-moi, que lorsque vous consommez de la viande qui a été abattue selon le rite halal, vous payez 15 centimes à la mosquée par kilo. C'est bien exact? Oui, c'est ça. Non, c'est un petit peu moins, je crois. Un petit peu moins. Mais en plus, ce qui est vraiment une trahison de l'UMP, c'est qu'il y avait un député UMP qui avait fait un projet de loi, je crois que c'est Philippe Meunier, pour l'étiquetage halal, pour que les consommateurs savent quand ils mangent de la viande halal. Oui. C'était refusé par l'UMP, parce que l'UMP voulait pas se mettre les musulmans à dos. L'UMP croit encore qu'ils vont avoir les voix des musulmans, alors que 90% des musulmans avaient voté à gauche. Voilà, voilà. Alors, dans l'ordre, Pierre Casson. Oui, juste par rapport aux solutions, c'est évident que le rassemblement que nous proposons le 18 janvier, il y a quand même un thème, c'est islamiste hors de France. Ça a le mérite d'être clair. Je pense que justement, par rapport, on voit Charlie Hebdo et les deux frères qui sont en cavale. La question, c'est que faisaient des personnages comme ça sur le territoire français en liberté ? Je crois qu'il y a déjà une chose, c'est qu'on a une politique laxiste qui laisse des psychopathes fanatiques totalement en liberté, et que d'autre part, il y a des personnages comme ça qui n'ont rien à faire sur le territoire français, et ceux qui continuent à penser qu'il faut imposer l'islam par la force et tout, doivent être expulsés de France, et je suis convaincu que ça serait un signal très fort envoyé à l'ensemble de l'Europe. Bien, vous avez parlé aussi bien Joachim Velioca que Pierre Casson, vous avez parlé de l'association du docteur Peretti sur la vigilance halal. Est-ce que vous pourriez développer? C'est une initiative intéressante. Alors moi j'ai interviewé le docteur vétérinaire Peretti dans une vidéo de l'Observatoire de l'islamisation. Ils ont fait des assises du problème de la viande halal, avec des ingénieurs agronomes, d'autres docteurs vétérinaires. C'est vraiment des gens qui connaissent leur sujet. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le mieux, c'est que les auditeurs se reportent sur le site. Ils tapent sur Google « Vigilance halal ». Parce que je me sens pas habilité à expliquer vraiment tous les points, mais en gros, il y a une dérogation inacceptable à la loi générale européenne sur l'abattage halal qui est fait sans étourdissement. Brigitte Bardot milite pour ça, contre eux. Et aussi pour des problèmes de santé, ça démultiplie les risques d'E. coli et de bactéries. Voilà. Donc le mieux, c'est d'aller voir les spécialistes. Oui, tout à fait. Alors Christine Tazin. Oui, je voulais ajouter sur ce système halal, on sait qu'il y a plus d'une centaine d'enfants qui meurent en France par an à cause de l'abattement rituel, parce que nous ne mangeons pas, nous, la viande très cuite, et le steak haché, notamment donné aux enfants s'il est peu cuit, peut véhiculer effectivement cette fameuse bactérie qu'on trouve à cause de l'abattage, du mode d'abattage. Et quand sous Sarkozy, on va dire parce qu'on est vraiment dans un système de monarque maintenant, je crois, dans cette République, sous Sarkozy, il y a eu deux propositions de loi pour qu'on ait au moins l'étiquetage, qu'on sache que c'est halal. Ça a été refusé dans un premier temps par Frédéric Lefebvre, le secrétaire d'État de l'époque de Sarkozy, qui a dit il ne faut pas faire ça, sinon on va stigmatiser les musulmans. C'est-à-dire qu'il vaut mieux empoisonner tout le monde, il vaut mieux que tout le monde mange halal sans le savoir, sans le vouloir, parce que dans les cantines scolaires, le halal n'existe pas officiellement, mais on achète la viande qui a été abattue rituellement sans le savoir, puisqu'on a, nous, tout ce qui n'est pas vendu. On tue 3 fois plus d'animaux qu'on en a besoin en France au niveau des musulmans. C'est-à-dire que vous avez 60% des animaux tués en France le sont selon le mode d'abattage rituel pour, on nous dit parfois 5 millions de musulmans, dont nous, on pense qu'il y en a 15, mais quand même, le rapport de force est quand même assez fort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont tués et qui ne sont pas récupérés. Donc, ils sont envoyés dans le système. Il faut aussi dire que les producteurs de viande sont opposés à l'étiquetage parce qu'ils disent « Ah oui, mais si c'est étiqueté halal, les gens ne vont plus l'acheter, donc on va perdre. Donc, les gens qui achetaient halal vont devoir payer plus cher et ils vont pas acheter. Donc, ça va nous faire de la perte, etc. » Voilà. D'accord. Et ils organisent une initiative très intéressante le 17 janvier. Donc c'est le docteur Peretti et son association. Vigilance halal. Donc Alain de Peretti, d'ailleurs, l'initiative est soutenue par Brigitte Bardot en personne. Ils organisent un rassemblement devant la ferme des 1000 veaux, donc dans la Creuse, sur un thème de non à la double peine. C'est-à-dire la double peine d'un élevage intensif totalement inhumain et ensuite de la mise à mort par l'égorgement rituel.
Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on parle, il nous reste à peu près 4 minutes, de la situation en Italie? La situation est aussi grave en Italie. Moi, je voulais parler de l'Espagne un petit peu. Pas uniquement pour en Italie, oui, il y a des manifestations anti-islamisation assez grandes. Mais allez-y, parlez de l'Espagne, il nous reste. Et l'Espagne, en fait, c'est très important ce qui s'est passé au mois de décembre. La plus grande mosquée d'Europe, qui est à Madrid, la grande mosquée de Madrid, qui a été financée par l'Arabie Saoudite, qui dépend de la Ligue islamique mondiale des Saoudiens, eh bien, sa cafétéria est fermée, figurez-vous. Expliquez-nous ça. Alors, un juge café était mauvais, antiterroriste, peut-être. voilà, non, un juge antiterroriste de Madrid a fait fermer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un réseau très implanté qui avait complètement de manière ouverte pris ses bureaux dans la cafétéria de la Grande Mosquée de Madrid. C'est la brigade Al-Andalus qui est liée à Al-Qaïda, qui a envoyé des djihadistes sur le terrain en Syrie. D'ailleurs, ces types espagnols, musulmans, qui étaient en Espagne, hein, ils n'ont pas la nationalité espagnole, se sont fait photographier, ont mis ça sur Facebook, ils sont en Syrie, ils paradent. Ils avaient un camp d'entraînement à côté d'Avila, donc c'est pas très loin de Madrid. Le chef du réseau qui allait à la mosquée, qui recrutait à la mosquée de Madrid, eh bien, lui était un ancien de Guantanamo. Et il y a pas mal de monde. Il y a eu un énorme coup de filet là dans cette mosquée. Vous avez lu quelque chose là-dessus en France ? C'est une des plus grandes mosquées d'Europe. Rien du tout. Omerta totale. Il ne faut surtout pas faire peur aux Français. Et alors que toute la presse espagnole, la presse de gauche, El País, ils ont même fait un article pour dire comment l'imam qui était passé radical de la mosquée de Madrid a été bougé. Il a été remplacé par un Saoudien. Parce qu'en fait, il critiquait un peu Al-Qaïda. Donc les fidèles ont fait pression. Et le nouvel imam de Madrid est un Saoudien qui ne parle pas un mot d'espagnol et qui est un radical. Voilà. Donc la police a fait fermer la cafétéria de la mosquée de Madrid. Alors on nous dit, mais non, ça n'a rien à voir avec les mosquées, c'est sur Internet. Mais ça n'empêche pas. On peut à la fois aller à la mosquée et trouver des textes islamiques sur Internet. Ça coûte moins cher qu'acheter des livres de droit musulman qu'on peut trouver en lecture sur PDF, etc. Voilà. Donc, chers auditeurs, faites bien attention, pas d'amalgame. Moi, j'ai envie de dire pas d'amalgame entre les musulmans modérés et l'islam des textes, l'islam des racines de l'islam radical, les racines qui se trouvent dans le Coran et la tradition musulmane, dans la Sunna. Voilà, attention, pas d'amalgame donc. Bien, chers amis, il nous reste 2 minutes maintenant, le technicien me fait signe. Donc vous avez vraiment quelques secondes, quelques dixièmes en plus peut-être pour la conclusion. Je donne la parole à Christine Tazin. Je crois qu'il est temps de se lever. J'écris ce matin un article disant « Je ne suis pas Charlie, je suis Charles Martel. Nous avons besoin de héros offensifs et non pas de victimes. » Pierre Cassan, vous êtes aussi lyrique que ça ? Moi je le dirais autrement, vous parliez de Geert Wilders tout à l'heure. Je trouve réellement que c'est l'homme politique en Europe qui a le discours le plus clair, vraiment le plus clair sur la réalité de l'islam. Je sais que dans le parti qui est aujourd'hui une alternative à l'UMP et au PS, il y a énormément de discussions sur ce sujet. Je suis perplexe par rapport à la politique, notamment du Front National vis-à-vis de l'islam. Je trouve que Geert Wilders réellement a le discours qui devrait inspirer énormément de politiques qui prétendent justement lutter contre l'islamisation de la France et de l'Europe. Alors vous êtes peu réceptif au discours du Front National, même après la déclaration excusez-moi, le géopolitologue Aymeric Chauprade, voilà, c'est ça de cet été. Le problème, c'est qu'il y a qu'Aymeric Chauprade. 15 secondes. Il y a qu'Aymeric Chauprade qui a ce discours-là. Moi, je préférais que le discours d'Aymeric Chauprade soit le discours du Front Maréchal National. Le Pen aussi. Oui. Et Nicolas Bay, qui sont sur la même ligne. Et donc, Joachim Velliocas, un dernier mot. Chers auditeurs, gardez votre sang-froid, informez-vous, réinformez-vous en écoutant Radio Courtoisie et allez sur l'Observatoire de l'islamisation. Très très bien. Écoutez, c'est une excellente conclusion. Merci Joachim Velliocas. Donc, chers amis auditeurs, je rappelle que je recevais pour ce libre journal de l'identité dont le thème était, vous l'avez deviné, centré sur l'islam et l'islamisme. Je recevais Pierre Cassan de Riposte laïque, Christine Tazin de Résistance républicaine et Joachim Velliocas, auteur du livre Ces mères qui courtisent l'islamisme. Et vous avez votre... En librairie la semaine prochaine. C'est parfait. Amis auditeurs, à bientôt.
Votre mot